Bonjour à tous, c'est Point de Vue et c'est vendredi, donc on est ravis de vous retrouver pour ce dernier rendez-vous de la semaine avec quelques sujets que nous vous avons sélectionnés, à commencer par une réforme éventuelle des accords de Schengen. C'est un souhait du président de la République française pour mieux protéger les frontières européennes, mais est-ce réaliste? Eh bien, vous nous donnerez votre point de vue. Nous parlerons aussi de la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes. Le projet revient sur l'agenda. Il semblerait qu'ils doivent être présentés au Conseil des ministres avant l'été. La PMA, est-ce un droit des femmes? On se posera la question en cette journée internationale des droits des femmes, justement. Et puis on parlera de François Ruffin, le député de la France Insoumise, assez transgressif dans sa façon de faire de la politique. Est-ce que vous êtes fan? Vous nous le direz. Et puis nous parlerons enfin du climat. Il y a une offensive de la jeunesse pour sensibiliser le pays à l'enjeu du réchauffement climatique autour d'une forme de culpabilisation des adultes. Est-elle bienvenue? Là aussi, on sera ravis d'avoir votre point de vue. Bonsoir Barbara Lefebvre. Ravi de vous accueillir dans Point de Vue. Vous êtes professeur d'histoire, de géographie, vous êtes aussi essayiste. Votre dernier livre, Génération, j'ai le droit, vient d'être publié aux éditions Albin Michel. Votre voisin est Christophe Devoogd. Bonsoir Christophe, bien connu des internautes qui regardent de Point de Vue. Vous êtes historien, professeur à Sciences Po, vous enseignez la rhétorique et les idées politiques. Votre dernier ouvrage en collaboration a été publié chez Plomb, Où va la démocratie? Bonsoir Guillaume Bernard. Bonsoir Guillaume. Maître de conférence à l'Institut catholique d'études supérieures. Et votre dernier livre, La guerre à droite aura bien lieu, le mouvement d'Extrogir, a été publié chez Desclèdes Brouwer. Et puis Adrien Matou est là aussi. Bonsoir Adrien. Vous êtes journaliste politique à Marianne et votre hebdomadaire consacre sa couverture cette semaine à l'Algérie et au peuple contre les prédateurs, alors même que se déroule en ce moment à Alger une manifestation monstre contre un nouveau mandat du président Bouteflika. Mais revenons à nos sujets à nous. Cette semaine, dans une tribune à l'intention de tous les citoyens de l'Europe, le président Macron a exprimé son souhait de réformer les accords de Schengen. Alors vous savez, Schengen, c'est ce principe qui fait que les frontières entre les pays d'Europe sont ouvertes, mais en contrepartie, les frontières extérieures à l'espace Schengen sont fermées, en tout cas théoriquement, puisqu'il se trouve qu'il y a quand même beaucoup de migrants qui rentrent. Alors comment faire pour arranger la situation? En gros, il y a deux visions des choses. La première, c'est celle du gouvernement. C'est consiste à dire qu'il suffit de mettre plus de moyens. Écoutez Nathalie Loiseau, c'est la ministre des Affaires européennes. Elle est dans un discours assez classique chez les syndicats de la fonction publique. Il n'y a qu'à mettre plus d'effectifs. Frontex, aujourd'hui, savez-vous combien il y a d'hommes dans Frontex? Ah non. 600. Alors on ne peut pas demander à 600 hommes de protéger les frontières de l'Union européenne. Et vous avez raison, c'est une vraie réponse aux besoins de contrôle des frontières extérieures de l'Union européenne, puisqu'on a fait Schengen, on a abattu les frontières intérieures, et nos prédécesseurs ont oublié de protéger l'Europe. Il nous faut évidemment une police européenne des frontières. Il faudrait combien d'hommes, si on en reste justement à cette question de moyens? Est-ce que les autres sont prêts à mettre des moyens, à mettre de l'argent, à mettre des hommes? 10 000. Il faut 10 000 hommes. Et puis, on fait court parce qu'il faut aller directement au fait. Il y a ceux qui considèrent que, en fait, c'est le principe même de déléguer ces frontières qui est une erreur et que c'est à chaque pays de protéger les siennes. C'est, par exemple, ça ne vous surprendra pas, la vision du Rassemblement national et de Jordan Bardella, qui est sa jeune tête de liste aux prochaines élections européennes. Je dis qu'il faut rompre aujourd'hui avec l'espace Schengen, parce que la libre circulation des personnes, c'est joli sur le papier, sauf que ces dernières années, ça a surtout été aussi la libre circulation des terroristes qui sont passés de la France à la Belgique, qui sont passés de la Méditerranée et de la Grèce en remontant toute l'Europe centrale jusqu'à la France. Donc je dis que la frontière est un instrument qui doit protéger, c'est un instrument qui doit nous permettre de maîtriser nos flux économiques, nos flux migratoires, et c'est aujourd'hui ce que font tous les pays du monde. Adrien Matou, le gouvernement nous dit que Frontex, ça peut être plus efficace à condition de mettre plus de monde. C'est un peu un vieux refrain, parce qu'on se souvient que Nicolas Sarkozy, vous étiez à peine né, disait déjà qu'on pouvait rendre plus efficaces ces accords. Oui, en plus, ce qui me frappe dans l'intervention de Nathalie Loiseau, c'est qu'elle ne remet pas du tout en question la question des frontières internes. Alors qu'aujourd'hui, si on regarde quand même les flux de personnes, c'est vrai que les flux à l'extérieur de l'Union européenne sont en nette baisse depuis 2015, mais il y a quand même une augmentation des flux à l'intérieur. Et il me semble que pour elle, ce n'est même pas une question qui puisse se poser. Vous dites des flux intérieurs, c'est des gens qui sont rentrés, qui vont d'un pays à l'autre ou des migrants qui bougent dans l'Europe? Des migrants, par exemple.
On va directement passer à la question de la souveraineté. Le problème, c'est que, par exemple, nous, la France, on n'a aucun droit de regard sur le fait quand Angela Merkel décide de laisser rentrer 1 million de migrants il y a quelques années, sauf qu'ensuite ils peuvent circuler au sein de l'Europe. Et à mon avis, résumer la question de Schengen à la protection des frontières extérieures, c'est un petit peu court. Christophe Devoogd, c'est votre avis? Oui, non, je pense qu'il y a une bonne part de raison dans ce que vous venez de dire. Et c'est sûr qu'on a oublié, les frontières extérieures, ça c'est clair, il fallait quand même y penser davantage. Je crois aussi que les États n'y ont guère contribué quand on regarde l'historique de cette affaire. Mais en effet, actuellement, le problème, en ce qui concerne les migrants, on est à 125 000 demandes d'asile en France cette année. C'est-à-dire quand on parle de la fin de la crise migratoire, en quelques années, grosso modo, le nombre de migrants vers la France a triplé. Donc il y a en effet un problème de contrôle des flux à l'intérieur. Mais c'est aussi dû à autre chose, qui sont la fameuse procédure de Dublin, et le fait que les migrants peuvent circuler, réintroduire une demande d'examen de leur dossier dans un autre pays. Et dans ce domaine, alors là on a des choses qui ne sont jamais trop dites en France, mais il faut interroger les gens du ministère de l'Intérieur. La France est particulièrement, comment dirais-je, je ne vais pas dire libérale, on va dire ouverte. Ou attractive. Alors qu'elle prétend sans cesse ne pas l'être. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est que cette Europe de Schengen, elle s'est construite en 1985 et je crois, comme d'habitude, que le Nouveau Monde continue à parler avec le langage de l'Ancien Monde, mais ne se rend pas compte que le monde a changé. L'Europe de Schengen de 1985, c'est plus du tout l'Europe de 2018. Donc, proposer de remettre à plat sans accepter de remettre véritablement en question le modèle même de cette Union européenne telle qu'elle a été Elle a été imaginée déjà dans les années 80-90, et puis c'est encore une fois oublié, et toujours la même chose, s'asseoir sur le référendum de 2005, c'est-à-dire continuer à faire comme si les Français notamment, mais aussi une grande partie des Européens, ne disaient pas depuis plus d'une dizaine d'années qu'ils ne veulent pas de cette Europe-là. Et dans cette tribune du président de la République, où il évoque le fait de remettre à plat les accords de Schengen, il liste toute une série de mesures qu'il propose qui ne sont rien d'autre que des transferts de souveraineté. Parce que quand il parle de souveraineté européenne, bon déjà, il faudrait qu'on nous explique ce que ça veut dire, mais en réalité, et d'ailleurs Aurélien Taché, ce grand esprit de la République En Marche, l'avait déjà annoncé en décembre 2018 dans une émission télé. Il avait dit le grand message de la campagne européenne de LREM, ça sera le transfert de souveraineté. Il faut transférer le plus possible de souveraineté nationale à l'échelle européenne. Et ça, c'est aussi ça, remettre à plat Schengen. Alors, devant ce concert de critiques sur les accords de Schengen, peut-être que Guillaume Bernard s'apprête à les défendre, mais comme je n'en suis pas complètement certain, j'envoie un nouvel argument. Guillaume, c'est peut-être que ces frontières, effectivement, pas complètement protégées, c'est le prix à payer pour avoir cette libre circulation qui est quand même formidable pour nous tous quand on passe d'un pays à l'autre à l'intérieur de l'Europe. Parce que moi, j'ai pas eu le temps de dire ça. Entre nous, je voudrais juste, avant que vous preniez la parole, il ne faut pas oublier qu'est-ce qui va se passer pour nos frontaliers, par exemple, qui actuellement circulent. Si on rétablit les postes frontières au Luxembourg, en Belgique, en Suisse, etc., on rigolera beaucoup, parce que la Suisse fait partie de Schengen, oui, on rigolera beaucoup moins. Donc il faut quand même tout peser et ne pas réduire tout au problème des migrants et se dire quand même qu'on en profite aussi bien. Moi qui voyage beaucoup en Europe, c'est quand même fort agréable. Et le jour où on rétablira un poste frontière, vous verrez que les mêmes défenseurs de la souveraineté nationale diront « Mais comment je ne peux plus aller en Belgique sans montrer patte blanche ?» Guillaume Bernard. Il me semble qu'on ne peut pas traiter la question des frontières sans évoquer la question de la souveraineté internationale. Un des points qui vient d'être soulevé et qui est essentiel, c'est que l'espace Schengen, c'est bien sûr essentiellement des pays de l'Union européenne, mais d'abord, il n'y a pas tous les pays de l'Union européenne. Il n'y a pas le Royaume-Uni. Et par ailleurs, évidemment, et par ailleurs, il y a des pays qui ne sont pas dans l'Union européenne, la Suisse et la Norvège, si je ne m'abuse, qui font partie de l'espace Schengen. Donc, il me semble quand même que lorsque le gouvernement et le chef de l'État prétendent qu'ils veulent remettre en cause, disons, le fonctionnement actuel de Schengen, c'est peut-être, et me semble-t-il surtout, dans le but d'accélérer encore le processus de fédéralisation pour favoriser le fait que la souveraineté internationale, les frontières internationales, passent au niveau européen et donc faire un nouvel abandon du contrôle de ces frontières. Il me semble que tant que l'Union européenne est une organisation internationale, que l'Union européenne n'est pas un État fédéral, le contrôle des frontières doit relever, avec des coopérations entre les douanes naturellement, mais doit relever de la souveraineté nationale et de la responsabilité des différents États. Nos internautes sont eux aussi assez critiques.
Johan nous dit, quand on voit les pays du tiers-monde qui sont passés de 3 à 8 milliards d'habitants, il est urgent de faire quelque chose. J'imagine que le quelque chose, ça veut dire se protéger mieux. Et Nicole, elle ne croit pas à la capacité de l'Europe à réformer l'espace Schengen, car il n'y a pas de volonté dans tous les pays de stopper l'immigration et d'avoir une politique commune. Barbara Lefebvre, si la remise en cause de Schengen, ça passe par une circulation moins facile à l'intérieur des frontières de l'Union, eh bien tant pis si c'est le prix à payer pour vous. Mais surtout, je pense que les peuples sont assez matures et sont même demandeurs de cette protection. Je rappelle que c'était un des objectifs aussi de Schengen et de l'Union européenne, c'était d'être protectrice. Elle ne l'est pas. Donc aujourd'hui, il y a une aspiration en Europe à davantage de protection. Ça ne veut pas dire s'isoler, ignorer les tragédies du monde, parce que, bien entendu, il faut continuer à accueillir des demandeurs d'asile, mais l'Europe n'a pas vocation à accueillir tout le monde, et surtout, elle ne le peut pas. Et la question qui doit être posée, c'est une fois qu'on est entré dans l'Union européenne, d'accord, une fois qu'on a obtenu soit un titre de séjour, soit le droit d'asile, ensuite la question qui se pose et qui est majeure, et qui est celle qui inquiète le plus les peuples, c'est la question de l'intégration. Et c'est là que la réalité aujourd'hui des difficultés est la plus prégnante. Donc je ne pense pas du tout que les peuples soient à ce point attachés à l'idée de passer la frontière en 2 minutes entre la France et l'Italie. Je pense que si on passe par des postes frontières qui seront correctement encadrés et de façon efficace, les gens s'adapteront. Rappelez-vous, pendant des années, on nous a dit les gens ne vont pas supporter ce tout sécuritaire dans les aéroports, le fait de devoir venir trop en avance avant son vol. Tout le monde s'y est fait, tout le monde s'est habitué à faire la queue pour attendre de passer par les petits portiques, et parce que les gens savent très bien que c'est une question de sécurité. Donc moi, je ne pense pas du tout qu'il y aura une bronca des peuples si on rétablissait la sécurité des frontières. D'ailleurs, c'est un petit peu le même argument que pour l'euro, parce que il me semble qu'il y a beaucoup de gens qui, le premier argument qui vont vous servir autour de l'euro, ça va être, c'est quand même pratique, je vais en Italie, j'ai pas besoin d'avoir 12 000 lire dans mon portefeuille. Mais il me semble que subordonner la politique au confort du tourisme, c'est pas forcément. Parce que vous voulez revenir sur l'euro aussi, non, mais je fais un parallèle avec ce débat. Oui. C'est souvent la préoccupation du touriste ou du voyageur business. Alors il y a un coût économique qui n'est pas nul pour les pays moins compétitifs. Et puis, n'oublions pas quand même qu'il y a toute une partie de la population qui n'a jamais l'occasion de partir à l'étranger et en vacances. Une immense majorité. Il y a un point qui est quand même important. Tout ça, c'est des soucis de riches comme Christophe de Vogue. Non, mais il va passer ses week-ends sur la Riviera. Mais pensez à Erasmus. Non, je suis désolé, c'est plus. Là, justement, l'Europe a changé. Il y a un nombre d'échanges considérables. Encore une fois, vous ne répondez pas au problème des frontaliers. C'est des centaines de milliers, surtout de Français, parce qu'on déteste l'Europe, sauf que le problème, c'est qu'elle vous donne bien souvent à manger. Demandez aux Français qui vont en Suisse et qui ont des salaires de 5 000 € par mois. Non, mais dans Schengen. C'est dans Schengen. Ou là, le Luxembourg, a fortiori. Et je ne suis pas certain que, vous dites ça aujourd'hui, mais quand Barbara Lefebvre voudra aller à Venise, ou voudra aller à Amsterdam, voir les musées, elle détestera faire les queues qu'on fait quand on va aux États-Unis, par exemple. Écoutez, je pense ou quand on va au Royaume-Uni. Une frontière, c'est plus ou moins perméable. Ça peut être complètement étanche vis-à-vis de certaines choses, et ça peut être plus poreux vis-à-vis d'autres choses. On peut parfaitement envisager qu'un contrôle se fasse aux frontières intra-européennes extrêmement rapidement lorsqu'il s'agit de personnes ayant un passeport d'un pays membre de l'espace Schengen ou de l'Union européenne, et qu'en revanche les contrôles soient beaucoup plus suspicieux et beaucoup plus rigoureux lorsqu'il s'agit de personnes appartenant, je dirais, à des États, enfin étant citoyens d'États extra-européens. Donc sincèrement, il me semble que... D'accord, mais vous voyez qu'il y a autant de cas. Vous voyez qu'il y a justement, il n'y a pas de « il y a qu'à ». Et il faut donc s'interroger là-dessus, parce que je pense qu'on accuse Schengen, en fait, de choses qui ne relèvent pas de Schengen, qui relèvent, et notamment quand vous comparez avec les autres pays européens, et comment ils traitent ces questions d'asile. Je connais bien les Pays-Bas, comme mon nom le dit. Eh bien, vous n'avez pas les mêmes problèmes qu'en France. Pourquoi ? C'est donc pas les règles européennes. Il y a donc bien quelque chose de problématique en France, dans notre traitement de ces questions. Il y a moins de gens qui veulent aller aux Pays-Bas. Les Néerlandais ont réduit leur politique, par exemple, d'immigration de façon très sensible. Oui. Ils ont réduit leur politique d'asile de façon très sensible. La Suède a baissé le nombre de migrants en Suède de 90%. Il était temps peut-être, parce que ça commençait à être chaud. Non, mais renversez pas l'argument. Ce qui montre bien, c'est que dans Schengen, on peut faire des choses. D'autre part, et juste ce mot-là,
On parle toujours de transfert de souveraineté. L'esprit de l'Europe, c'est pas ça. C'est le partage de souveraineté. Ah bah oui. Et il ne faut jamais oublier que ce que nous donnons, les autres le donnent en même temps. Car on est toujours dans une logique un petit peu obsidionale, aussi, à mon avis, très française. Et quand on regarde les avantages et les inconvénients, pour en discuter sur l'euro, je rappelle toujours que grâce à l'euro, nous pouvons nous endetter à mort. Ah oui, Il y a mais quand même la justement. question. Alors Oui. ça, je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose dont on peut tirer une quelconque en tout gloire. cas, nous adorons C'est ça. ce qui- La oui, mais question c'est de ce qui fait Schengen. aujourd'hui que la France est ingouvernable et que le président de la République peut d'ailleurs distribuer 10 milliards parce qu'en fait, c'est justement Mais les grâce Français à cette dette à taux adorent cela. zéro. Regardez le grand débat, Oui, mais Barbara. c'est cette dette à taux zéro qui permet à la France de distribuer 10 milliards parce que Mais c'est c'est formidable. les intérêts de la dette. Non, moi je trouve pas. Au contraire, à vivre sur un volcan pareil, pour nos enfants et pour les générations futures, je trouve pas ça formidable du tout. En tout cas, la question des migrations internes ou extérieures à l'Union européenne et à l'espace Schengen, de manière plus générale, pose quand même la question de la légitimité de la frontière. On a quand même vécu sur une doxa pendant des années où la frontière était par principe délégitimée parce qu'elle était accusée de tous les maux. Or, on sait très bien que la frontière, c'est plus ou moins poreux, plus ou moins perméable, et c'est un instrument de régulation. N'importe quel corps social a, la nécessité, de pouvoir réguler les flux de population. Ça ne veut pas dire que les doctorants, dans le cadre d'Erasmus, ne pourront plus passer les frontières. Je dirais n'importe quel corps social, voire n'importe quel corps. Il y a un très joli livre, un petit livre de Régis Debray qui s'appelle Éloge des frontières, dans lequel il dit que nous-mêmes avons tous nos propres frontières, qui est notre peau, et que sans elles, nous ne pourrions pas vivre. Et Macron, d'ailleurs, réhabilite la frontière de façon pour la première fois hier. Non, mais ce que je veux dire, attention toujours en France à ne pas dire c'est la faute à l'Europe quand c'est très souvent la nôtre. Je suis parfaitement d'accord. Simplement, quand il y a des transferts de souveraineté, il y a quand même un certain nombre de sujets sur lesquels il y a des votes à la majorité et non plus des votes à l'unanimité. Et donc, par conséquent, il y a quand même le risque que nous abandonnions à d'autres que nous la décision sur certains sujets. Quand Emmanuel Macron parle de souveraineté européenne, ce qui ressemble un peu à un oxymore, parce qu'a priori, la souveraineté, l'annonce de l'État fédéral. Elle appartient C'est à l'annonce de l'État. la fédéralisation, du Pour vous, passage. il y a un projet politique derrière ça, Adrien Massot? Oui, Bien sûr. absolument. Et d'ailleurs, le c'est un fédéraliste honteux, mais entre c'est- guillemets, ou non avoué, Je pense Emmanuel Macron? Il a conscience que le fédéralisme ouvert et ouvertement déclaré est très populaire auprès des Français. Fédéralisme, on rappelle, c'est-à-dire un État Voilà. avec plein de petits États Voilà. confédérés. Et ou- sachant Pas que ce forcément fédéralisme... petit, d'ailleurs, hein. Oui, ou pas Oui. oui, en l'occurrence La grand, si c'est les Californie, États-Unis. Ouais, Bah ouais. là, ce fédéralisme-là serait un fédéralisme au niveau européen dont la France serait un État fédéré. Quoi. Oui, mais attention, parce que ce n'est pas nécessairement les États-nations qui deviendraient les unités fédérées, l'État fédéral. Ça pourrait être les être des grandes régions, ouais. y compris des grandes régions transfrontalières. Comme la Catalogne. Certes, mais Exactement. bon, il y a quand même un petit problème géostratégique. Je ne sais pas si vous êtes au courant qu'il y a un pays qui s'appelle la Chine, un autre qui s'appelle la Russie, un autre qui s'appelle les États-Unis, et que la France, qui est évidemment un immense pays, est quand même un tout petit peu moins, pèse un tout petit peu moins qu'à l'époque de Louis XIV. Il faut quand même s'y faire. Oui, mais Je vous proposerais bien le retour de Louis XIV, je ne suis pas sûr que ce soit le sujet. l'Union européenne n'agit pas comme un Oui, État. Oui, pour l'instant. C'est vrai. Mais nous, on a Le du mal Louis à s'y XIV faire. de l'Union européenne, on l'attend encore. Mais moi aussi, je suis historien. Ouais. Mais qu'est-ce que vous voulez, on n'est plus la moitié de la population européenne comme nous l'étions il y a 300 ans. C'est à quoi, mais ça nous amènerait très loin. On pourrait vous répondre que Singapour est un pays très puissant, et pourtant, ou la Corée du Sud, et pourtant ils ne sont pas grands comme l'Europe. Et ils n'ont pas l'État français, eux. Mais oui, ils n'ont pas l'État français, ça leur coûtera sans doute moins cher. Quelques points de vue de nos internautes pour terminer ce sujet, si ça vous va. Point de vue assez critique. Hein. Le commentaire nous dit ne pas traiter le problème aujourd'hui, c'est se piéger pour l'avenir. C'est un propos plein de sagesse. Citoyens payeurs, l'Union européenne est autiste vis-à-vis des attentes des peuples. L'exécutif bruxellois court à sa perte. Et puis une dernière pelletée de terre avec Jean-Charles qui nous dit si l'Europe en avait la capacité, il y a longtemps que des mesures enfin sérieuses auraient été prises. Tout le monde sait ou devrait savoir qu'en réalité, ce sont surtout les règles imposées par Bruxelles qui interdisent aux États de se protéger. L'Europe telle qu'elle leur a été imposée est devenue un piège pour ces peuples. Bon, voilà, c'est un point de vue et c'est justement le propre de cette émission. Si vous n'êtes pas d'accord, surtout vous aussi, vous réagissez. Vous qui êtes derrière votre écran sur lefigaro.fr ou sur notre fil Twitter, #point de vue. C'est aujourd'hui la journée internationale du droit des femmes. Et ça a été l'occasion de voir revenir dans l'actualité le projet de procréation médicalement assistée pour les couples de femmes et pour les femmes seules. Vous savez que ça faisait partie des propositions d'Emmanuel Macron. Finalement, ça avait été repoussé, l'adoption de ce projet. Mais il semblerait que les choses se concrétisent. Marlène Schiappa, ce matin, dans une interview à nos confrères du Parisien, disait que la PMA pour toutes serait mise à l'agenda avant cet été.
calendrier confirmé par Agnès Buzyn, la ministre de la Santé. Elle était ce matin l'invitée de nos confrères de France Info. Je me suis engagée à ce que le texte de loi soit présenté en Conseil des ministres avant l'été. Quand sera-t-il présenté en Conseil des ministres? Avant l'été. Et quand sera-t-il débattu ensuite à l'Assemblée nationale? Après, ça dépend du calendrier parlementaire, et donc il va falloir qu'avec Marc Fesneau, qui est le ministre en charge des relations avec les parlements, nous trouvions une date dans l'agenda parlementaire. Mais l'engagement que j'ai pris, c'est que le texte de loi sera prêt et présenté en Conseil des ministres avant cet été, avant les vacances d'été. Marlène Schiappa, dans l'interview dont je parlais à l'instant, Barbara Lefebvre, parlait de ce thème-là, comme d'autres droits des femmes, par exemple celui d'être protégée contre les attaques sexistes. Est-ce que vous trouvez que c'est pertinent de mettre la PMA sur le même registre que d'autres droits objectifs des femmes? Certainement pas. Déjà, cette augmentation infinie des droits créances, c'est quelque chose qui est en train justement de tuer, d'une certaine façon, la modernité individuelle et la singularité de l'individu. On est en train de vraiment partir dans cette satisfaction permanente des désirs. Alors le désir d'enfant, parce que c'est quand même ça la base de la question, oui, de la PMA pour les femmes homosexuelles, c'est j'ai droit à l'enfant. Je désire un enfant, donc j'ai droit à avoir un enfant. Donc ça ne se passe pas de cette façon-là, parce qu'il y a aussi les droits de l'enfant, et l'enfant a droit de connaître son père. Or, aujourd'hui, on sait très bien que la question de la filiation et de l'information sur la filiation n'est pas claire. Moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est que... Voilà. Mais ce qui m'inquiète surtout, c'est que derrière toutes ces questions de PMA et donc de GPA, parce que je rappelle qu'en 2013, Édouard Philippe avait dit que la PMA, pas question, et là, il y a quelques semaines, la PMA, c'est formidable. Donc, en plus, c'est assez insupportable pour l'opinion publique d'avoir des hommes politiques et des femmes politiques qui sont de véritables girouettes sur des questions aussi importantes. Mais lui, il dit qu'il a changé. Oui, depuis qu'il a rencontré Marlène Schiappa, peut-être. Il a rencontré des couples de femmes. Oui, voilà, bien sûr. Alors, parce qu'on a rencontré 3 couples homosexuels qui élèvent très bien leurs enfants. Alors ça, vous trouverez forcément des couples hétérosexuels qui élèvent très mal leurs enfants et des couples homosexuels qui les élèvent très bien. Je n'ai aucun doute là-dessus. De toute façon, depuis la circulaire Taubira de 2013, l'adoption par des parents homosexuels, hommes ou femmes, est possible, ce qui donc valide la GPA à l'étranger. Donc on voit bien que tout ça a avancé et on nous dit que c'est la société qui a évolué, parce que c'est toujours ça, il faut s'adapter, il faut suivre le cap et avancer tous comme un troupeau de moutons, sauf qu'on est en train de se rendre compte que ce sont des éléments fondamentaux de l'éthique. Et ces questions d'éthique sont toujours passées par pertes et profits, justement au nom du progrès, et au nom d'ailleurs aussi parfois d'intérêts privés. Justement, on voit en arrière-plan la question de la manipulation aussi des embryons, de la manipulation des cellules souches, du tri des embryons pour la question de ces PMA. Donc moi, je trouve ça très inquiétant. Et il faudrait beaucoup écouter les généticiens, notamment écouter Jacques Testard, qui alerte depuis des années sur ce qu'on peut appeler une forme d'eugénisme légal. Donc derrière la PMA, c'est en réalité toutes les questions de bioéthique. Et je voudrais signifier une dernière chose avant de passer la parole à mes collègues. C'est que derrière la plupart des hommes politiques, des femmes politiques ou même des intellectuels qui soutiennent la PMA, qui soutiennent la GPA, on a aussi des gens qui soutiennent l'euthanasie. L'euthanasie des inutiles, c'est-à-dire les grands prématurés, les maladies incurables, dégénérescentes. Et ça, c'est très inquiétant parce que ça montre bien qu'on est dans une réification de l'être humain. Et l'utilitarisme. Et il y a les vies utiles et les vies inutiles. Et là, maintenant, on a le désir. Donc, des femmes désirent avoir des enfants. Demain, des hommes désireront avoir des enfants. Et il faudra satisfaire à ce désir parce qu'au nom des droits de l'homme et du progrès, eh bien, il faut répondre au désir de consommation de tout le monde. Eh bien, non, l'enfant n'est pas un produit de consommation. Voilà. Adrien Matou, pouvoir espérer qu'en attendant un peu, ce sujet allait devenir plus consensuel. De toute évidence, ce n'est pas encore le cas. Ce qui montre bien d'ailleurs les hésitations du gouvernement, parce qu'il me semble qu'Emmanuel Macron avait d'abord prévu ou envisagé de reporter ce projet de la PMA qui figure dans son programme. Donc, mais il avait dit quand même, il semble qu'il avait ajouté s'il y a un consensus là-dessus, non? Évidemment, parce que la grande il y avait une sorte de codicile, non? Oui, parce que la grande peur d'Emmanuel Macron, il l'a observé de très près, c'est de reproduire ce qui s'est passé en 2013 avec la Manif pour tous, où il estime que François Hollande n'a pas respecté les gens qui étaient opposés au mariage pour tous. Et du coup, il n'a pas envie de braquer les gens qui sont opposés à la PMA pour toutes. Et du coup, forcément, il y a cette hésitation. En plus, il semble qu'il ait plutôt décidé de séduire les électeurs plutôt à droite, donc a priori plutôt davantage hostiles à l'extension de la PMA que les électeurs de gauche. Autant de raisons qui le poussent à être un petit peu prudent.
Mais n'empêche que, vous êtes journaliste politique, si 2 ministres disent le projet arrivera en Conseil avant l'été, ça veut dire que c'est revient dans le calendrier quand même. Et puis Emmanuel Macron soutient le comité consultatif national d'éthique qui, lui, a fait un rapport en disant pour la PMA, tout en listant tous les éléments qui devraient nous faire penser que c'est... Donc les états généraux de la bioéthique ont plutôt été à l'encontre de l'idée de la PMA, et le comité a dit qu'il était pour, et Emmanuel Macron a dit qu'il se placerait derrière le comité. Donc on voit bien que Emmanuel Macron est en phase avec Mme Schiappa. C'est dans son programme, et j'ai envie de dire que c'est dans son logiciel politique de libéralisme, à la fois économique et sociétal. Du coup, il est plutôt logique qu'il le fasse finalement. Dans son logiciel, je ne dis pas qu'il a raison ou tort. Christophe Devoogd. Vaste sujet, je suis tout à fait l'analyse philosophique, je dirais, de Barbara Lefebvre, c'est-à-dire le problème de la génération des droits, le droit qui d'ailleurs a été relevé par les philosophes il y a très longtemps. Le problème, c'est, alors moi je suis un petit peu empiriste, c'est que de toute façon, c'est déjà là, puisque les enfants en question, notamment ceux qui sont nés à l'étranger par ces techniques, vous le savez, par la loi française, doivent être reconnus dans leur filiation nouvelle et doivent être y compris accueillis, les enfants nés par mère porteuse. Absolument. Donc j'ai envie de vous dire, c'est un beau débat de principe et d'éthique maintenant, mais juridiquement l'affaire, elle est totalement réglée. Deuxièmement, et c'est pour ça peut-être que Emmanuel Macron n'a pas besoin de se presser, surtout qu'il a quand même quelques soucis, me semble-t-il, et déjà assez de divisions dans le pays. Et je remarque d'ailleurs que, juste un codicile là-dessus, c'est, tiens, encore un sujet qui est reporté à après les élections européennes. Comme c'est étrange. En même temps, ça permet de développer un débat avant les élections et de diviser l'adversaire. Parce que c'est vraisemblablement l'un des objectifs, c'est d'essayer d'obliger les opposants à Macron à prendre position. Et il se doute bien que parmi les différents partis politiques, il y a une division interne sur cette question. Est-ce qu'il y a intérêt? J'en suis pas certain. Je suis pas certain. Par exemple, puisque Bellamy sur ces questions est quand même très fort, en tout cas rhétoriquement et philosophiquement. Je crois qu'il s'y connaît un peu en philo. Et je pense que non, il n'a plutôt pas intérêt à donner ça comme, je dirais, comme os à ronger pour la droite, parce que je pense que le leader de droite que tout le monde a tendance un peu à sous-estimer, que moi je crois est beaucoup plus capable et va se révéler comme un bon challenger dans ces élections. C'est le pari que je prends, et vous m'inviterez plus si je me trompe. Il a justement là un thème favori pour lui. Vous pensez à qui? À Bellamy. À Bellamy, oui, comme challenger de droite. Oui, vous pensez qu'il a... Il a beaucoup plus, et d'ailleurs, LR remonte un petit peu dans les sondages, personne n'en parle évidemment parce que c'est extrêmement dérangeant, on veut quand même le match Marine contre Emmanuel. C'est un point, donc c'est pas encore non plus le raz-de-marée. Non, mais croyez-moi, au Figaro aussi, on suit ça attentivement. Oui. Et donc, vous savez bien que je ne parle pas du Figaro en l'occurrence, mais je pense qu'il y a une marge de progression. Et je ne pense pas du tout qu'Emmanuel Macron ait intérêt, justement, et je pense que le report, c'est justement plutôt pour essayer un peu de mettre le sujet de côté, car il y a quand même le grand débat, les gilets jaunes, enfin... Et il ne veut pas ouvrir un nouveau front. Je vais vous donner quelques commentaires d'internautes et ensuite, Guillaume Bernard, vous réagirez sur ce que vous voudrez dans ce qui aura été dit. D'abord, la question Twitter. Faut-il que la loi étende la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes seules? Vous nous répondez non, à hauteur de 65%. Et puis voici quelques commentaires qui sont assez divers dans leur point de vue, c'est pour ça que c'est intéressant. Pinorm qui nous dit « La question est aussi celle du coût. Est-ce que la collectivité devra payer pour ces coûteuses PMA? Accompagner un couple qui ne peut procréer pour des raisons médicales est une chose. Accompagner un couple qui ne peut pas enfanter car de même sexe, ce n'est pas pareil. » Thierry nous dit « Peu importe ce que notre sensibilité nous dit, nul ne peut s'opposer à la volonté d'autrui. Dès lors, il est essentiel de prévoir la réglementation afférente et accompagner des changements inéluctables. » Minouchette nous dit « C'est la PMA aujourd'hui, demain ce sera la GPA. » Citoyen payeur nous dit PMA en cas de stérilité, bien évidemment PMA pour les autres non. Alors que M. Babineau, lui, nous dit c'est la suite logique du mariage pour tous, ça ne me choque pas. Sinon, ces couples vont aller à l'étranger, autant le faciliter. Et puis, voilà, Bronito nous dit aussi la PMA étant faisable pour les Françaises les plus fortunées à l'étranger, on est devant une belle hypocrisie. Guillaume Bernard, votre point de vue? Alors, 2 points. La question déjà de l'extension de la PMA. Il est bien évident qu'il y a un chantage idéologique ou affectif qui est fait en disant si on n'offre pas la possibilité d'avoir recours à la PMA à quiconque, en tout cas à n'importe quelle femme
qu'elle soit seule, en couple homosexuel ou en couple hétérosexuel, d'une certaine manière, ça voudrait dire que l'on nierait l'humanité de cette personne parce qu'on ne lui reconnaît pas les mêmes droits. C'est un chantage absolument, incohérent et scandaleux, parce que les auditeurs, les téléspectateurs l'ont dit, il y a une stérilité par nature et puis il y a une stérilité par accident. Bon. Donc ça, évidemment, cette position-là, au nom du progressisme, me paraît condamnable. Et puis, je vous dirais que pour ma part, j'irais même plus loin. Je ne suis pas seulement hostile à l'extension de la PMA aux femmes seules et aux couples homosexuels, je suis par principe opposé à la PMA, à tout type de PMA, parce qu'en fait, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie la fécondation in vitro, ça signifie la sélection d'embryons, et donc c'est une forme d'eugénisme, c'est une forme de chosification de l'enfant, et par conséquent, pour ces raisons-là, même malheureusement pour des couples qui ne sont stériles que par accident et non pas par nature, je pense qu'il ne faut pas recourir à ce genre de choses qui nous emmènent vers une société, de manipulation de l'être humain et de réification de l'enfant à naître. Alors, quelques points de vue, enfin, d'autres internautes. R34 qui nous dit « Si le comité de bioéthique accepte toutes les évolutions de la société, à quoi sert-il » Et puis, voilà. Trouver les arguments. Ah, peut-être. Voilà, en tout cas, je crois avoir exprimé tous vos points de vue. Oui, effectivement, c'est le cas. On va donc pouvoir traiter maintenant un autre sujet. Tout le monde connaît François Ruffin, le trublion de la France insoumise. Il fait de la politique de façon vraiment différente des autres et on avait envie d'avoir votre point de vue là-dessus. Voici 2 petits extraits du Ruffin dans le texte, plus exactement dans l'image. D'abord, voilà le Ruffin vitupérant. C'est un clash entre ce député et la présidente de la commission des lois, présidente La République En Marche. Voilà ce que ça donne. C'était le mardi 5 mars. Mais vous savez, la voix que je porte aujourd'hui et qui vous apparaît forte, elle n'est rien comparée à la voix qu'ont envie de faire entendre un certain nombre de personnes dans le pays. Alors habituez-vous, venez avec des tampons rires, venez avec des boules caisses, mais laissez-moi tranquille et laissez-moi aller au terme de mon propos. Ruffin, merci. Non. Monsieur Ruffin, les règles sont claires. Non. Alors, monsieur Ruffin, vous allez baisser d'un ton, vous avez 4 minutes, je préside cette commission spéciale. On vient m'interrompre. Je dispose d'une voix qui peut être largement supérieure à la vôtre. On a 4 minutes, ça s'est toujours passé ainsi, dans le respect de chacun, et comme le dit monsieur de Courson, personne n'est sourd dans cette salle. Laissez-moi 20 secondes pour terminer mon propos, madame la présidente. Je vous remercie. Et maintenant, voici un autre exercice de style de François Ruffin, cette fois-ci dans un registre intimiste. Le député sort ces jours-ci un livre qui s'appelle « Ce pays que tu ne connais pas ». C'est une lettre ouverte à Emmanuel Macron. Et voilà comment il se définit, lui, par rapport à Emmanuel Macron. Il se trouve qu'ils étaient tous les deux dans la même école à Amiens quand ils étaient jeunes. Séquence émotion. Moi, j'ai un sentiment de médiocrité régulier, en particulier à l'adolescence, et je me demande si je vais m'en sortir un jour. De sentiment d'être nul, d'être une merde, de ne pas trouver son chemin, où est-ce qu'on va être valorisé, est-ce qu'il y a des gens qui vont nous aimer, enfin tu vois, je sais pas, je pense qu'il y a plein de jeunes qui traversent cette phase-là et il y a des gens qui malheureusement y restent. Je pense que ça lui manque à Emmanuel Macron. Christophe Devoogd, pour le professeur de rhétorique que vous êtes, c'est un sujet d'observation formidable, Ruffin. C'est formidable. Je dirais que ce qui est encore plus formidable, je dirais même shakespearien, c'est que je voudrais une pièce de théâtre sur les relations entre François Ruffin et Emmanuel Macron. C'est quelque chose de gémellaire. Vous avez rappelé qu'ils ont grandi à Amiens, dans le même lycée, la même école privée d'ailleurs, oui, je crois. À la Providence. À la Providence. Ils sont tous deux issus d'un milieu qui n'est pas véritablement défavorisé. Ce qui explique d'ailleurs peut-être chez eux, comme chez tous les enfants gâtés, il faut bien le dire, une facilité à la transgression qui est peut-être plus grande que dans les milieux populaires. Et puis, donc, cette espèce de gémellité polémique avec ce ressentiment, c'est vraiment l'homme du ressentiment, aurait dit Nietzsche. Hein, c'est vraiment, mais en même temps touchant, là, par ce qu'il vient de dire sur l'adolescence, et à mon avis, d'ailleurs, ça a dû toucher pas mal de gens, mais qui, véritablement, n'est pas dans un comportement politique acceptable, tout simplement. Et j'ai d'ailleurs, là, en ce jour des droits des femmes, bravo à Olivia Grégoire, qui l'a remis à sa place. J'ai écouté tout l'extrait avec un talent et une fermeté et une voix, comme elle dit. C'est pas le rôle d'un élu de parler comme ça ? Ce n'est pas le rôle d'un élu, je pense, de parler comme ça, parce que, ne serait-ce que parce que c'est incommodant pour les autres. C'est aussi ce que nous disions tout à l'heure. Il y a quand même
Et pour un libéral, n'oublions jamais le respect de la liberté d'autrui. Et comme a dit très bien la présidente de la Commission, nous ne sommes pas sourds. Oui, mais... Alors tout ça n'est pas si grave, en tout cas dans les relations entre Ruffin et Olivia Grégoire, puisque entre-temps ils se sont réconciliés, on vous passe à l'antenne à l'instant, ce clash, comme si tout ça c'était peut-être un peu que de la com, et c'est un autre point du sujet Ruffin-Barbara Lefebvre. Est-ce que vous êtes fan ou est-ce que vous appréciez le bonhomme? Fan, en tout cas moi son film Merci Patron, c'est un film que j'ai trouvé très intéressant. Les causes qu'il défend, c'est des causes qui me sont chères. Je trouve que les gens qui ne sont rien sont des gens importants. Et donc, de ce point de vue, Ruffin défend une certaine partie des gens qui ne sont rien. Et ce sont des Français avec lesquels je me sens tout à fait en empathie. Mais il faut écouter ce qu'il disait avant que Olivia Grégoire lui crie elle aussi dessus. Il parlait de choses très importantes qui étaient la privatisation d'ADP et il le faisait... Aéroport de Paris. Voilà, Aéroport de Paris. Et il le faisait avec beaucoup de professionnalisme en citant l'ensemble des sénateurs qui s'étaient exprimés, de droite comme de gauche. Enfin, il faisait vraiment une démonstration extrêmement intéressante des raisons pour lesquelles Aéroport de Paris ne devait absolument pas être privatisé. Et c'est vrai qu'il s'est laissé emporter par ce qu'il disait parce que je pense que c'est quelqu'un de sincèrement passionné. Je pense que ce n'est pas du tout quelqu'un qui aspire à faire une carrière au sens bassement carriériste. Je pense qu'il est vraiment habité par ce qu'il croit. On peut parfois ne pas être d'accord. Moi, il y a certaines dérives de la France insoumise que je ne partage pas du tout. Mais je pense qu'il est sincère dans son combat. Et la sincérité dans le combat, en politique, et particulièrement en ce moment, je trouve que ça assez rare quand même. Donc, j'apprécie Ruffin de ce point de vue. Alors, dans votre vote, chers internautes, vous êtes plutôt pas fan, pardon de cette phrase pas très bien construite, 76% répond non à cette question « Êtes-vous fan de François Ruffin et de son franc-parler ?» En revanche, les commentaires sont assez divers. Ouava nous dit « Pour avoir observé François Ruffin lors des séances de vote du Parlement, il est très présent. Pour un député, ce n'est pas commun. Et alors, il défend les valeurs de la République et son humanité me touche beaucoup car elle est absente de la politique présente. » Alors Michel, lui, n'aime pas du tout. Il dit « Je ne l'apprécie pas car, entre autres, son parler est trop agressif. » R34 nous dit « Il confond politique et spectacle. Dans le passé, les joutes à l'Assemblée étaient tout aussi cinglantes mais beaucoup plus intelligentes. Ruffin pose de vrais problèmes mais ne propose rien de positif. » Alors que Nicole sur le Figaro.fr nous dit « Je ne vote pas de ce côté de l'échiquier, mais Ruffin remonte très souvent les vrais problèmes et appuie là où ça fait mal. » Adrien Matou, qu'est-ce que vous pensez du cas Ruffin? C'est vrai qu'il pourrait, qu'il vise un peu la place de Mélenchon? Alors, je n'ai pas la réponse, mais c'est vrai que... Non, de Macron, pas de Mélenchon. Oui, alors à terme. D'abord de Mélenchon, voire plus haut. Oui. Bah, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est vraiment, comme vous le dites, c'est un trublion, mais c'est un trublion sérieux. Parce qu'il a une équipe autour de lui qui est très soudée, il rencontre des gens, il rencontre notamment des hauts fonctionnaires. Donc c'est quelqu'un qui a une certaine indépendance, c'est un électron libre de la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon le traite de manière assez... alors on va faire le parallèle entre Macron et François Hollande, de manière assez... voilà, il n'est pas très inquiet parce qu'il a conscience du caractère d'électron libre de François Ruffin, mais c'est vrai qu'il semble se poser en alternative. Alors sur le fond, alors on n'a pas à être fan ou pas fan de François Ruffin quand on est journaliste, mais je souscris à ce que dit Barbara Lefebvre, c'est quelqu'un qui est sincère, c'est quelqu'un qui est empathique, qui représente une forme de dignité populaire, et il a le souci de défendre les gens d'en bas, les gens ordinaires. Et c'est vrai que on aurait peut-être pu passer la séquence en entier avec Olivia Grégoire. C'est vrai que quand elle lui dit c'est pas votre core business, c'est vrai qu'il y a quand même un fossé entre la France des cadres sub, des start-upers, et la France des gilets jaunes que défend Ruffin, avec sincérité. C'est pas une mise en scène artificielle, c'est quelqu'un qui est vraiment habité par ce qu'il défend. Et vous, Guillaume Bernard, est-ce que vous êtes sensible au personnage Ruffin? En tout cas, il est efficace. Il est certain qu'il a acquis une visibilité par rapport à Mélenchon et une lisibilité de son discours qui est quand même plus claire. Encore que dans l'affaire, je dirais, des conflits entre communautaristes et républicains au sein de la France insoumise, il n'a pas été toujours très, je dirais, avec une ligne très claire. Et je crois qu'il a peut-être surtout cherché, je dirais, à préserver son indépendance et sa visibilité plus que de prendre vraiment position. On l'attendait plutôt du côté des républicains que des communautaristes. Voilà. Bon. Mais il est certain qu'il a cherché, et je crois qu'il a quand même plutôt réussi, à essayer d'incarner
un populisme dit de gauche. Bon, moi je ne crois pas qu'aujourd'hui le populisme soit véritablement susceptible d'être de gauche, parce que, dans le fond, quand on parle de populisme, on parle du peuple. Et le peuple, c'est un terme qui peut renvoyer à deux choses, soit des catégories sociales, soit au corps politique. Or, il me semble qu'aujourd'hui, la question du peuple en tant que catégorie sociale populaire est en fait liée et intimement liée à la question du corps politique, et notamment à la question de l'identité, la question de la pérennité de ce corps politique. Donc il me semble qu'à terme, son populisme dit de gauche est voué en fait à un échec. Mais pour autant, il est certain qu'il a cherché à essayer de développer ce créneau-là, et il a été sur la question des Gilets jaunes beaucoup plus efficace, beaucoup plus présent, en contact avec le terrain, d'où sa visibilité et son efficacité. Quant à le fait que dans un débat parlementaire, il hausse le ton, ça me paraît la moindre des choses qu'un parlementaire puisse hausser le ton et porter la parole de ceux qu'il représente. Je vous rappelle que tous les députés, nous sommes dans le cadre de la souveraineté nationale, pas dans le cadre d'une démocratie directe. Et donc, François Ruffin représente tout autant que ses collègues la souveraineté nationale. Il n'y a aucune raison de chercher à le faire taire. Si en revanche on passait à une démocratie directe, effectivement, avec un mandat impératif, il ne représenterait que ses électeurs. Sur cette question juste du populisme de gauche, rapidement, François Ruffin, c'est quelqu'un qui, contrairement à beaucoup de ses collègues de la France Insoumise, ne méprise pas les penchants conservateurs que peuvent avoir les catégories populaires. Absolument. Il a une volonté d'écoute par rapport aux gens qui vont être, par exemple, opposés à la PMA ou à la Mif pour tous. Et c'est quelque chose qui lui est assez reproché par certains au sein de la France Insoumise. Oui, et d'où d'ailleurs le fait qu'il refuse le Front républicain. Et c'est pour ça aussi qu'il sait s'affranchir des éléments de langage de la France Insoumise que certains autres orateurs, puisqu'il s'appelle orateur, nous débitent en permanence sur toutes les chaînes info, alors que lui, justement, il tient un discours qui est à la fois dans le corpus idéologique plus ou moins de la France Insoumise, mais avec la petite touche Ruffin. Et c'est en ça qu'il est très inquiétant à l'intérieur de la France Insoumise pour Jean-Luc Mélenchon. Oui, quand même, moi je voudrais un petit peu de bémol, parce que là, vraiment, sur la sincérité, sur... attention, il y a quand même aussi un côté qui me met toujours mal à l'aise, c'est ce côté justement bourgeois culpabilisé qui veut faire très peuple. Ça, j'ai toujours un petit peu de méfiance vis-à-vis de ça. Et d'autre part, alors, sur le côté rapport au patronat et rapport aux intérêts matériels, excusez-moi, il y a eu dans le Canard enchaîné un article sur son journal, je vous rappelle qu'il a un journal qui s'appelle Fakir, qui passe son temps à promouvoir ce que fait François Ruffin. Alors, je veux bien que... Mais c'est aussi une entreprise politique, il ne faut pas quand même le présenter comme le successeur de l'abbé Pierre. Il a de grandes ambitions. Et deux points de vue d'internautes, Johan nous dit, il est dans la démagogie permanente, point d'exclamation. Et Monsieur Babineau, Ruffin est un populiste dans le mauvais sens du terme. Et Bronito, le bon côté de Ruffin, c'est qu'il pose parfois de bonnes questions, même sous une forme critiquable. Par contre, niveau solution, c'est autre chose. Il nous reste quelques minutes pour que je vous montre un extrait du grand débat d'hier. Vous savez, les grands débats, le président de la République en organise régulièrement pour parler directement avec les citoyens. Et hier, il était à Gréoux-les-Bains, jolie localité de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, où il a été pris à partie par un jeune collégien qui s'appelle Charlie. Il y a beaucoup de gens qui ont trouvé cette séquence formidable. Moi, je l'ai trouvée exaspérante et j'aimerais bien avoir votre avis. Mais d'abord, on la regarde. Bonjour, je m'appelle Charlie, je suis un élève du collège de Saint-André-les-Alpes. Et je voudrais savoir qu'est-ce que vous entendez par écologie, puisque encore aujourd'hui, des usines peuvent déverser leurs déchets dans la mer. Des pesticides polluent nos sols et donc notre alimentation. En Europe, 20 000 tonnes de déchets électroniques sont envoyés au Nigeria. Et les déchets plastiques envahissent nos océans et notre planète. Quand est-ce que vous allez réagir? Vous en avez le pouvoir. Et une dernière question, monsieur. Puisque c'est l'argent qui nous a amenés à négliger l'écologie, vous pensez qu'on pourra acheter une nouvelle planète avec de l'argent? Alors, ceci prouve peut-être que même en étant collégien, on peut déjà être démagogue, mais peut-être que je suis trop critique, donc j'ai hâte d'avoir votre point de vue. Adrien Matou, qu'est-ce que vous pensez de cette... Je ne vais pas tomber sur ce pauvre Charlie qui suscite votre propre, mais moi j'ai été autant agacé, enfin non, je n'ai pas été spécialement agacé par la question, parce que je trouve ça assez positif que des jeunes se saisissent des enjeux, même si c'est toujours un petit peu manichéen et facile évidemment. J'ai plutôt été agacé par la réponse d'Emmanuel Macron, qui a fait un long développement pour renvoyer les jeunes à leurs responsabilités individuelles. Alors il me semble que sur n'importe quel sujet politique, que ce soit l'écologie ou autre chose,
renvoyer les gens à la responsabilité individuelle, c'est une manière de dépolitiser en fait l'enjeu, de dire non, c'est pas une question de politique publique, c'est pas une question de bien commun, c'est une question de mettre ses déchets dans la poubelle jaune. Voilà. Et il me semble que c'était quand même beaucoup plus agaçant, en tout cas à mon sens, que voilà, cette interpellation un petit peu grandiloquente. Mais cet élève, d'ailleurs, montre bien les beaux résultats de l'enseignement, notamment de la géographie, depuis plusieurs années, parce que comme vous savez, on parlait de frontières tout à l'heure, la géographie physique ne s'étudie plus du tout. C'est le professeur d'histoire géo qui parle. Voilà, enfin, l'ex-professeur d'histoire géo maintenant, mais la géographie physique ne s'enseigne plus. En revanche, le développement durable est au cœur de nos programmes scolaires, et apparemment, il a très bien appris sa leçon, d'ailleurs, il la récite très bien, et M. Macron lui répond... sincère en même temps, hein, oui, parce que... Mais je rejoins ce que dit Adrien Matou, parce que M. Macron lui répond bien conformément au programme de CM1, c'est-à-dire apprendre le tri et le recyclage. Donc je pense que là, ils étaient bien en phase. Oui. Christophe De Vogue, c'est vrai que ce sont sans doute cette génération-là, les enfants de cette génération-là, qui vont devoir subir toutes les conséquences du réchauffement. Donc c'est légitime, cette espèce d'entreprise de culpabilisation que les jeunes ont aujourd'hui à travers... cet extrême, mais aussi à travers des manifestations qui s'organisent régulièrement. De façon générale, l'écologie telle qu'elle est pratiquée en France aussi est quand même très punitive et très culpabilisante. Il n'y a pas que les enfants qui nous culpabilisent, les écologistes nous culpabilisent en permanence. Alors que c'est un pays, je le rappelle toujours, mais ça n'intéresse pas grand monde, semble-t-il, qui a finalement plutôt un bon bilan, en fait, écologique. Et c'est là que je suis un petit peu gêné, et vous avez tout à fait raison, parce que dans les manuels scolaires, on déverse ce qui veut bien dire des fausses informations. La France est plutôt un pays vertueux. Idem d'ailleurs en matière d'égalité homme-femme, c'est le sujet du jour. Et on nous présente toujours la France comme un enfer écologique. Ce n'est pas vrai, nous sommes parmi les moins émetteurs de CO2 en Europe. Alors cela dit, appeler à la responsabilité individuelle, moi en soi, ça ne me choque pas. Je trouve que justement c'est le contraire de la démagogie. Je ne parle pas du tri, mais il est vrai que par exemple que tous ces jeunes qui se photographient avec leur smartphone oublient peut-être d'où viennent les métaux rares, et là c'est de la vraie géographie, qui sont utilisés pour leur smartphone, où ces métaux rares vont arriver, et qui les enfants qui travaillent. Qui les a fabriqués, et ça me paraît beaucoup plus intéressant. Et excusez-moi, mais en tant que libéral, la responsabilité individuelle me paraît une valeur politique. De ne pas acheter de portable et demander à un président d'engager des politiques, c'est quand même oui, mais est-ce que le président, là c'est pareil, vous avez le pouvoir, est-ce que le président a le pouvoir d'empêcher le réchauffement climatique? Franchement, de mener en tout cas des politiques qui sont des politiques à l'échelle française. Quand on voit justement comment, par exemple, dans les programmes scolaires est présentée l'agriculture française comme étant merveilleusement, enfin, je veux dire, l'agriculture productiviste intensive qui est en train de pourrir nos sols et qui traite les animaux de façon complètement indigne. Ça n'est jamais remis en question par les programmes scolaires. Or, justement, la question de l'agriculture intensive notamment, en France, un pays où l'agriculture est si puissante, c'est un des enjeux majeurs, justement, du combat écologique. Et là-dessus, on n'a pas entendu ce jeune. Donc, Sur Twitter, on vous a posé la question, faut-il faire culpabiliser pour que l'écologie devienne une priorité? Ça ne vous plaît pas trop, vous êtes 70% à répondre non. Merci à Johan, parce que Johan exprime un point de vue qui est absolument l'inverse du mien et il est tout aussi légitime. Johan dit « Je trouve ce jeune très pertinent à une époque où les jeunes s'éloignent de la politique ». R34 nous dit « Charlie a regardé récemment la télévision et des reportages catastrophes ». Alors, M. Bobineau, lui, il est plus sévère. Il dit « Ça sonne faux, ça me fait penser aux jeunes Américains qui interpellent les politiques sur les armes à feu. On sent une instrumentalisation ». Et Claude nous dit il faut simplement faire prendre conscience. Pour ma part, je n'ai aucune culpabilité dans la mesure où je fais attention à tous les niveaux à la planète depuis longtemps. Guillaume Bernard, est-ce que vous vous sentez coupable du réchauffement climatique? Non, du réchauffement climatique, non. Peut-être d'autres choses, mais en l'occurrence, pas de ça. Il me semble que derrière cette question ponctuelle, il y a un vrai enjeu idéologique. C'est-à-dire que pour que les hommes soient responsables, je dirais, de la situation de la nature, il faut donc qu'ils aient la possibilité que leur soit reconnue une situation de domination, de contrôle. C'est-à-dire, on ne peut pas être responsable de la situation de la pollution si on n'est pas là pour canaliser la nature. Sans quoi, évidemment, la nature devient la jungle. Donc je crois qu'il y a un vrai enjeu idéologique, c'est-à-dire quelle est la place de l'homme dans le monde? Mon côté catho vous dirait quelle est la place de l'homme dans la création. C'est un point important. C'est-à-dire que naturellement, nous avons, je dirais, la terre en héritage. Nous devons en respecter, je dirais, l'équilibre, l'harmonie. Mais pour autant, on ne peut pas être à la fois
dans le monde, dans l'ordre des choses, infinitésimal et comparé et mis à égalité avec les animaux, et en même temps être considéré comme étant responsable de la situation de la pollution. Si nous sommes responsables, dans ce cas-là, nous sommes là pour dominer. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que le week-end arrive et qu'on a 2 jours pour réfléchir et méditer aux propos très profonds que vous venez d'avoir, Guillaume Bernard, de faire pénitence pour ceux qui le souhaiteront. Vous avez raison. Merci beaucoup à tous les 4, merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous lundi prochain pour un nouveau point de vue.